Voilà, bonsoir, je suis naturellement très heureux de recevoir Régis Debray. Nous nous connaissons depuis longtemps. La première fois qu'il est venu au Mercredi de la Nare, ça devait être en 1988 ou 1989. C'était pour un livre qui s'appelle « Vive la République ». Et en sortant de la réunion, Régis m'avait dit que nous étions une des dernières sociétés républicaines de ce pays. Ce qui est vrai. Ensuite, Régis est venu à plusieurs reprises et nous avons très souvent rendu compte de ses livres. Il y a un débat par oral ou par écrit entre lui et nous depuis de très nombreuses années. Ça me touche d'autant plus que nous sommes de la même génération et que son livre Bilan de faillite est un livre qui recouvre une période que j'ai vécue dans d'autres organisations, mais finalement on s'était retrouvés dans les années 80. Et la première fois que j'ai vu Régis Debray, c'était à l'Élysée. Vous étiez conseiller de François Mitterrand, et j'étais venu vous demander de préfacer un livre de Dominique de Cherff, Yves Lamarck, intitulé « Monarchie et politique étrangère ». Je pensais que vous refuseriez, étant donné vos hautes fonctions, et vous avez accepté, et ce livre est encore disponible dans notre petite librairie. Ensuite, on ne s'est pas tellement perdu de vue. On a même fait une campagne électorale ensemble, celle de Jean-Pierre Chevènement, en 2002, et on a continué à réfléchir l'un et l'autre, souvent sur des sujets communs. Je pense notamment, aujourd'hui, un de nos camarades avait ce livre tout à l'heure, à L'éloge des frontières. En 2010, ce livre était pas très bien reçu, parce que parler des frontières à l'époque, c'était pas très bien vu, même très mal vu. Aujourd'hui, on ne parle plus que de ça, dans la crise qui préoccupe les institutions européennes. Voilà, alors je vais laisser Régis présenter ce bilan de faillite. Ensuite, comme d'habitude, s'il le veut bien, on engagera la discussion avec lui. Régis, vous avez la parole. Eh bien, merci, cher Bertrand, de votre persévérance dans la vie en général et dans notre amitié. Et j'essaie d'y répondre tant bien que mal. Alors, vous m'avez demandé de présenter ce qui est une sorte d'apostrophe d'un vieux monsieur à un jeune homme, en l'occurrence son fils. Et je l'ai appelé bilan de faillite, ce qui n'est pas l'aveu tardif d'un échec personnel qui serait anecdotique et sans grand intérêt. C'est en fait le constat d'une fin de partie. D'une fin de partie à l'échelle historique, avec l'extinction d'une certaine forme de civilisation, ce qu'on appelle le monde ancien ou la France de jadis, et l'émergence d'une autre, imposée par une mutation technologique dans notre façon, une mutation fondamentale dans notre façon d'appréhender l'espace et le temps, et que j'appelle, en termes un peu médiologiques, le passage de la graphosphère à la vidéosphère. Autrement dit, si vous voulez, le passage du stade bibliothèque au stade vidéothèque. Le passage du milieu bibliothèque, biblios autour du livre, qui a un peu, je dirais, formé, qui a incubé, qui a formé la nation moderne comme, je dirais, la République européenne. Passage de cela au stade vidéothèque des sociétés postmodernes, c'est-à-dire sous empreinte américaine, pour faire vite. Et le milieu technique commande notre système de valeurs comme la hiérarchie en vigueur des fonctions sociales. Bon, alors tout ça paraît un peu trop peut-être fixé sur les moyens d'expression, mais en fait il s'agit vraiment d'un changement, je dirais, fondamental. Donc passage, si vous voulez, de la dominance visuelle, de la dominance textuelle au diktat du visuel, épuisement des hommes d'imprimerie
qui était joliment appelé par Hegel les épaules plébéiennes des Lumières, les hommes d'imprimerie, les hommes de l'imprimé. Et par voie de conséquence, disparition des collectifs ou des partis en tant qu'intellectuels collectifs nourris à l'imprimé, c'est-à-dire producteurs de textes, de thèses, de revues, de journaux, de tracts, de bulletins, et qui, que ce soit Michelet, Herzl, Lénine, Alain, Zola, etc. Donc fin de la politique comme fille de l'histoire et d'une pensée de l'histoire, avec, je dirais, l'évanouissement d'une centralité symbolique qui est celle de l'écrivain ou de l'écriture même, c'est-à-dire qu'il soit cet écrivain romancier, poète ou philosophe, ou simplement publiciste ou idéologue. Au bénéfice de qui? Au bénéfice de quoi? Au bénéfice des maîtres des images, du happening publicitaire, de l'indiciel au sens perse du mot, au sens sémiotique de l'indiciel et de l'événementiel. Alors tout ça vous semble un peu abstrait, mais je n'ai jamais aussi bien ressenti que hier ou avant-hier. Le lundi 18 juin, c'était quand? C'était lundi dernier. C'était lundi il y a dernier. 2 jours. Alors le lundi 18 juin, j'assistais à quelque chose d'intéressant. D'abord à la remise de la Grand Croix de la Légion d'honneur à Daniel Cordier, qui m'avait invité par le président Macron. Et donc il y avait là à la fois très peu de représentants institutionnels et Gallimard et moi et quelques autres amis de Daniel, et on a écouté un très beau discours d'Emmanuel Macron. Sylvain Faure avait bien travaillé, mais le discours était senti, et j'étais persuadé que ce discours serait l'après-midi reproduit dans Le Monde ou reproduit dans les journaux. Mais il n'y avait pas de caméra. Et l'après-midi, le même Macron, suivi par Daniel Cordier, est apostrophé par un jeune homme dans la foule qui lui dit « Salut Manu !» et s'ensuit un échange un peu vif entre ce jeune homme. Cet échange est filmé. Et il a fait l'objet, le 19 juin, de nombreuses pages dans les meilleurs journaux, de séquences à la télévision, et on n'a absolument pas parlé du discours d'Emmanuel Macron, des Compagnons de la Libération, de ce que signifie le 18 juin, et autrement dit, on n'a absolument pas parlé d'une commémoration historique, mais on a parlé de cette séquence totalement improvisée, imprévisible, mais qui avait l'avantage, je dirais, de crever l'écran. Et alors voilà, j'ai entendu donc le même jour un beau texte, à la fois littéraire, philosophique et historique, et l'après-midi, cet échange totalement anecdotique. Et donc, voilà, passage de la graphosphère à la vidéosphère. Qu'est-ce qui résonne et réverbère? Qu'est-ce qui fait autorité? Qu'est-ce qui se reproduit partout? 3 articles dans le Figaro, 2 articles dans Le Monde, etc. Qu'est-ce qui se commande partout? Qu'est-ce qui fait du buzz? Qu'est-ce qui fait le message? Qu'est-ce qui fait le symbole? Eh bien, c'est pas le préparé, c'est pas le lu et c'est pas le long, c'est l'instantané et c'est l'improvisé.
c'est, je dirais, non pas le discours écrit, mais la petite scénette en vidéo. Et non ce qu'on peut appeler un discours magistral, mais c'est, disons, le clash et le trash. Donc, passage de l'hypertextualité à l'hypervisibilité. Et ainsi vont les coups de com'. Les coups de com', c'est les choses de la vie, n'est-ce pas? C'est pas les choses de la pensée. Et c'est pas les choses de l'écrit. Les médias carburent à l'émotion. Vous l'avez écrit, je vous lis. Et l'émotion carbure à l'image et au son. Il y a eu un émoussement des sensations littéraires, un émoussement des bonheurs littéraires, et voilà donc quelque chose. Alors, je mentionnais par hasard ce petit incident, mais le contraste m'a paru tellement fort entre disons, entre ce qui fait image d'un côté, c'est-à-dire ce qui est enregistré par une caméra et un micro, et par ailleurs ce qui a été lu à partir d'un texte écrit, voilà. Donc, il y a là, je dirais, un changement d'époque pour illustrer ce que j'appelle le passage de la graphosphère à la vidéosphère. Mais vous savez, dans la musique aussi, hein, parce que c'est un changement de civilisation, on ne va pas rentrer dans des considérations médiologiques, là je passe par le plus superficiel, mais quand vous voyez l'évolution musicale, vous voyez également comment on est passé de la musique de l'esprit à la musique du corps, à partir du jazz, du rhythm and blues, rock, pop, comment on est passé du théâtre de texte à la danse, à la chorégraphie, le langage du corps, ou encore comment on est passé, sur le plan des commémorations musicales, de Boulez à Johnny. Johnny qui est, dont la patrie est la Californie, puisque comme chacun sait. Mais vous avez remarqué que à l'enterrement de Boulez, il n'y avait aucun représentant des pouvoirs publics. À l'enterrement de Johnny, il y avait 3 présidents de la République. Voilà, je pourrais m'arrêter là. Je pourrais m'arrêter là parce que Johnny provoque une émotion populaire. Boulez, non, il a, je dirais, orchestré et administré la musique contemporaine pendant quasi un demi-siècle, mais même la ministre de la Culture ne s'est pas dérangée, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce qu'il n'y aurait sans doute pas de photos, il n'y aurait pas de micro, donc à quoi bon? Il ne faut pas perdre de temps, faire des choses sérieuses, et faire des choses sérieuses, c'est être devant le cercueil de Johnny. On va bientôt communiquer par émoticône. Vous savez, les petites icônes. Alors c'est comme ça que les jeunes font d'ailleurs. Ils ne s'embarrassent pas d'un parfait ou subjonctif. Enfin voilà, bon. Alors, j'aime bien un mot de Céline. La musique du temps change et n'est jamais la même d'un siècle à l'autre. Voilà. La musique du temps. Et nous avons changé de musique, disant que la vie ne chante plus à travers le papier. Elle ne chante plus à travers le papier, c'est-à-dire que les mots livrés à eux-mêmes sont mats et ne réverbèrent pas, ne répercutent pas, ou peu, et qu'au fond, ceux qui s'acharnent à labourer les pages, comme vous, comme moi, excusez-moi de nous mettre sur le même plan, ceux qui s'acharnent à labourer les pages se condamnent dans la vie de la cité soit à faire des ronds de fumée, soit à faire des ronds de genre. Ils font des ronds de fumée quand ils sont contre, dans l'opposition, tout le monde s'en fout, et ils font des ronds de genre quand ils sont pour, et tout le monde s'en fout aussi. Dans les deux cas de figure, aucun effet pratique et aucune importance. Voilà ce que j'appelle une faillite personnelle. Pourquoi? Mais c'est une faillite personnelle, dans la mesure où le projet qui avait été le mien est celui de toute une génération, génération lettrée, éduquée au latin grec, et donc
au marxisme-léninisme, dont on peut raccorder les deux assez facilement, nous étions convaincus que nous ferions vivre la célèbre phrase du barbu, à savoir, il ne s'agit plus d'interpréter le monde, il s'agit de le transformer. Nous étions convaincus que notre interprétation, nos interprétations allaient transformer le monde. C'est-à-dire que nous allions faire des livres, nous allions publier des thèses, nous allions faire des textes et des commentaires de textes qui allaient bouleverser l'opinion d'abord des lettrés, et par leur intermédiaire l'opinion publique, et par leur intermédiaire les dirigeants. Bon. Nous avons pissé dans un violon, en tout cas pour moi. Alors voilà, donc je me suis rendu compte de ça. Alors voilà, ça, si vous voulez, c'est un peu ce que j'appellerais une faillite idéologique ou professionnelle, mais dont je ne me plains pas, parce que je crois qu'elle s'inscrit simplement dans un changement de civilisation, c'est-à-dire dans un changement de technologie culturelle, et que ce bilan ne fait qu'enregistrer une métamorphose, disons un hiatus entre deux époques. Et je ne juge pas, je ne porte aucun jugement qualitatif sur l'époque qui s'est ouverte aujourd'hui, c'est-à-dire sur l'américanisation achevée de la nation française, en tout cas de ses élites, mais également de ses couches les plus déshéritées. Donc je dis que l'orchestration du consensus, puisque toute société repose sur un consensus, le consensus, c'est l'art de chanter ensemble, un consensio, je vous rappelle, consensio, d'avoir une mélodie commune. L'orchestration du consensus a changé parce que les instruments du consensus ont changé, donc les instruments de l'hégémonie ont changé. Et je dirais que la prééminence du politique, parce qu'au fond c'était l'implicite de l'ancienne civilisation, c'était qu'il y avait une prééminence du politique sur l'économique. Cette prééminence a touché à son terme, ce que Keynes avait déjà pressenti quand il disait, c'est pas à la fin de sa vie, les économistes sont présentement au volant de notre société alors qu'ils devraient être sur la banquette arrière. Bon, ben, ils ont pris le volant. Ils ont pris le volant comme aux États-Unis. D'ailleurs, quand vous voyez bon, je ne vais pas amener les citations, mais tout ça avait été remarquablement pressenti par Élie Faure lorsqu'il voyageait aux États-Unis, où il a vu l'avènement d'une nouvelle civilisation. Il disait, c'est étonnant, ce sont les hommes d'affaires qui dirigent la politique de ce pays, etc. Il était très... Jean Zay a également... Jean Zay a fait un voyage en 1939 aux États-Unis absolument remarquable, où il a noté l'axe de la civilisation, dit-il, a franchi l'Atlantique. Dire ça en 1939, c'était pas mal. Alors, si vous voulez, pour résumer un peu, on peut dire que la formule chimique de l'américanité, c'est-à-dire de l'Europe d'aujourd'hui, c'est homo economicus plus primauté de l'image, c'est-à-dire eurozone plus storytelling. Et le storytelling, ça ne s'écrit plus, ça se filme. Donc c'est un peu ça, je dirais, la formule H2O de la nouvelle civilisation, enfin dans cet aspect-là, dans cet cas spécifique. Et c'est ça qui, je crois, pilote la mondialisation everywhere, comme il faut dire. Voilà. Et qui fait, alors, dans d'autres petits pays, de Bercy l'antichambre de l'Élysée. C'est normal. Et qui transforme le dirigeant politique pressé, soumis au sondage hebdomadaire, en ce qu'on peut appeler un homme publicitaire. Un homme publicitaire annexé par le continent communication. Donc, l'intendance précède
et elle est suivie par les caméras. C'est la formule. Bon. Donc, HEC d'abord, hein, pour la formation, HEC ou ESSEC, pour un jeune dirigeant, pour un jeune ambitieux d'aujourd'hui. D'abord HEC et ensuite un stage de formation à TF1. Alors, je dois dire tout de suite que on peut expliquer facilement cette transition par le remplacement d'une superstition par une autre. Nous avons été témoins de l'échec de ce qu'on peut appeler les superstitions politiques, c'est-à-dire la découverte progressive de l'impuissance du politique à modifier le cours des choses. Et bien, par une sorte de contre-coup un peu mécanique, cela a engendré le triomphe de la superstition économique, par une sorte d'effet de boomerang, comme ça. Et je crois que c'est assez difficile d'aller contre cette fuite en avant, et que là-dessus, je suis assez résigné. Je pense, si vous voulez, qu'on est puni par où on a péché, et ce qu'on appelle les progressistes, ou dont je me classais, et je me classe toujours parmi eux, ce qu'on appelle les progressistes, étaient des gens qui avaient toujours un peu dédaigné les affaires financières, et je dirais les chiffres, les lettres avaient chassé les chiffres. Chacun sait que Mitterrand, par exemple, qui était un homme de l'ancien monde et qui a su s'adapter, parce que c'était un homme de pouvoir, donc il a su quels étaient les moteurs, les mobiles, les vecteurs d'hégémonie. Il a su donc s'adapter au nouveau règne du calcul et de l'image, mais enfin il venait tout de même du monde littéraire et avait une certaine ignorance des mécanismes économiques. Voilà. Bon. Donc, je dis tout ça parce que ce bilan de faillite, si vous voulez, n'est pas du tout... Alors, il a un côté autobiographique comme ça, mais simplement, il n'aurait pas été possible s'il ne s'adossait pas à un constat historique qui peut concerner toute une génération, voilà, toute une génération de gens qui se retrouvent un peu aujourd'hui en porte-à-faux, avec le sentiment d'avoir pas rempli le programme qu'ils s'étaient fixé quand ils avaient 20 ans. Voilà, donc tout ça n'a rien de dramatique, puisque le cours du monde a toujours eu des étapes, des scansions. Voilà, après tout, l'invention de l'imprimerie a réduit les scriptoria monastiques au chômage. Voilà, il y a eu un changement de portage, donc un changement d'hégémonie professionnelle. Sont venus les hommes de la Réforme, puis des Lumières, qui sont des enfants du plomb. Hein. Bon. Et puis nous sommes les enfants des ondes, et aujourd'hui du numérique. Et évidemment, on n'a pas été éduqué pour cela. En tout cas, je n'avais pas été éduqué pour cela. Donc, moi, tout ça me fait tantôt sourire, tantôt... Moi, je suis pour une attitude résolument humoristique et absolument pas vindicative. Je constate... J'ai le sentiment, si vous voulez, d'avoir passé d'une adolescence à une obsolescence. C'est assez bizarre. C'est-à-dire d'une adolescence portée par qui n'avait pas été encore bien mûri, qui n'avait pas compris la réalité des mondes, à toute une sorte d'obsolescence technique, principalement. Technique. Je ne sais pas faire avec les nouveaux outils. Je ne sais pas faire une recherche sur ordinateur. C'est-à-dire je suis complètement... out, comme il faut dire. Et donc je constate ça, et ma foi, ça a parfois des choses drôlatiques, hein, ça n'a absolument pas
tragique. Voilà. Donc je ne veux surtout pas geindre. On m'accuse d'être ronchon, mais pas du tout. Moi, je trouve les situations très savoureuses. Oui, par exemple, je vous ai raconté cette sorte de misfit, encore un mot du franglais. Oui, parce qu'il faut bien savoir que le français, évidemment, le français a quasiment disparu, ou plutôt il se métamorphose, il devient le globish, et vous savez qu'aujourd'hui, il faut maîtriser l'anglo-américain pour à la fois faire des affaires et faire de la politique. Voilà, donc il y a eu effectivement une déliquescence du vecteur essentiel de la raison et de la parole écrite, parce qu'il y a un retour de l'oralité précisément dans la vidéosphère, déclin de l'écriture, de l'orthographe, du style, de la syntaxe, mais retour en force du langage du corps immédiat, sensoriel, où un corps fait impression sur les esprits, etc. D'ailleurs, il y a eu... quelqu'un m'a fait remarquer ce matin que les acheteurs de manuscrits, le nombre d'acheteurs de manuscrits s'était réduit considérablement, puisqu'il y a eu une grande vente à Drouot hier, de manuscrits importants qui n'ont pas trouvé preneur. Voilà, c'est un fait nouveau. C'est un fait nouveau. Les manuscrits intéressent moins. Voilà. Ah oui, ce ne sont que des manuscrits. Ça, c'est peut-être un petit symptôme intéressant du changement de portage que nous avons dit, mais la peinture, elle, se porte très bien. Voilà, parce qu'elle n'est plus peinture, mais autre chose. Donc voilà, chers amis, là j'avais pris quelques notes avant de venir pour simplement ouvrir le débat et un peu le dépersonnaliser, l'impersonnaliser, le collectiviser. Outrageusement. Non, parce que c'est vrai que beaucoup de gens m'ont dit, au fond, qui avaient à peu près mon âge ou le vôtre, qui s'y retrouvaient assez bien. Voilà. C'est pas votre cas, mon cher Bertrand, parce que vous êtes un militant tourné vers l'avenir, un profond lecteur, un liseur, un homme de culture, etc. Vous n'êtes pas médiologue, c'est votre chance. Et donc vous ne vous intéressez pas au soubassement matériel de la culture. Et donc, disons, le caractère instrumental de la spiritualité n'est pas votre fort, parce que vous n'avez pas ces choses-là. Mais moi qui suis médiologue, c'est-à-dire qui m'intéresse aux petites choses, je constate que nos soubassements, nos façons d'être et d'agir dépendent énormément de ce que nous avons dans la main. Et quand nous avons un smartphone dans la main, ce n'est pas du tout la même chose qu'un Mont Blanc. Alors cette remarque vous apparaît désespérément frivole, elle est en fait tragiquement capitale et même cardinale. Et vous savez que le médiologue est celui qui, quand un sage lui montre la lune, il regarde le doigt du sage, il ne regarde pas la lune. Donc je suis toujours très en deçà je dirais, d'un certain idéalisme ou spiritualisme qui anime généralement les analystes de la culture. Voilà donc quelques mots introductifs qui ne devraient pas empêcher de lire ce livre qui pourrait faire rire beaucoup d'entre vous. Ce n'est pas du tout pour faire pleurer. C'est un livre drôle. C'est un livre drôle. Salué comme pour sa drôlerie par beaucoup de gens et j'en suis ravi. Voilà. Je ne pleure pas. Je m'étonne et je souris finalement. Voilà. Ça a été un beau moment cette vie tout de même, non? Vous êtes d'accord, Bertrand? Ça a été un moment. On a eu de la chance tout de même, hein? On a connu des gens intéressants, on a vécu certains événements, on a voyagé. Non, moi je trouve que c'est une aubaine. Enfin, maintenant, les règles du jeu ont changé. Et
et nous ont mis de côté. M'ont mis de côté. Voilà, chers amis. Merci Régis. On va engager le débat.